à côté de Stenauer. Dans 400 mètres, à gauche, prendre A25 vers Hazebrouck, Bailleul. À gauche, prendre A25. Dans 500 mètres, rejoindre A25. Allô? Oui, oui. Je téléphonais parce que tout à l'heure, parce que j'ai vu que tu étais près de Dunkerque, tu es près de la mer, hein? Ouais, en fait, tu es à 10 km de la mer. Là, au moment où j'avais téléphoné, il y avait une station-service, j'aurais pu faire du drone, mais je crois qu'il y a trop de vent. J'ai raté la station, j'ai raté la station parce que je voulais te téléphoner. Ça, c'est idiot. Ouais. Et c'est aussi fort qu'ici, c'est glacial, je suis rentré, je pouvais même pas rester dans le jardin tellement il fait fort. Ah bon? Il fait combien? Oh, j'en sais rien, mais c'était glacial, il y a un vent du nord qui est glacial. T'as combien chez toi? Ah, ben je sais pas encore bien. Hein? Et alors, là, j'ai lu qu'ils ont dit que c'est la plus grosse catastrophe de ce genre du siècle. Ah bon? Ouais. Parce que c'est vrai, il y a eu une période où il a fait chaud, hein. Ouais. Tout est sorti, et d'un coup, c'est tombé en dessous de zéro. Ouais. Et les vignes et tout ça, il paraît que c'est une véritable catastrophe. Ouais. Elle a marqué la plus grande catastrophe du siècle. Ah ouais. Ouais, il paraît que j'aurais entendu dire les agriculteurs ils ont perdu presque 90 à 100% des fruits et des trucs comme ça quoi. Ouais, tout ça c'est foutu, les vignes et tout ça c'est foutu. Ouais. Ah bah décidément en ce moment on n'a pas de même. Je mets c'est fou là. Ouais. Oh là là. Et qu'est-ce que je veux dire, mais tu vas parler au bord de la mer? Ben non, là maintenant je rentre en Alsace. Où tu vas? En Alsace, à Siegen, au nord, au sud de Lauterbourg, je crois. Ah bon? C'est vrai que tu pas de la mer chaque fois que tu vas pas. Ouais, ça fait 2 fois. Hein. Ah, même 3 fois parce que j'étais à Marseille. Il y a Mais tu peux pas faire un détour, puis prendre faire un détour et puis tu prends une route au bord de la mer? Ah ouais, j'aurais pu, ouais, mais maintenant. Tu sais, là, je suis prêté à une entreprise. Hein. Tu sais, faut pas trop. Oui, ah oui, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, tant pis. Cuit. Je te l'ai dit hier que j'ai fait des vidéos drone de l'île. Tu me l'as dit ça? Ah ouais? C'est une grande ville, hein? Ouais. C'est une très grande ville, il paraît que c'est très bien. C'est une ville qui est très agréable. Ouais. Ouais. J'ai filmé la cloche, j'ai filmé la cathédrale, elle est toute petite. J'ai filmé une église,
avec le drone. Hein. J'ai filmé la Ouais. citadelle, elle est grande, la place de la citadelle. J'ai filmé le palais des Beaux-Arts, un parking. Bon, c'est pas mal. Hein. Moi, je prends pas trop de risques, je ramène le drone, tu sais, je vais pas filmer plus de 13 Ouais, minutes. méfie-toi, hein, monsieur. Alors, il y avait un truc terrible. Alors, il y a monsieur et madame qui sont assis dans le jardin. Et Oui, d'un coup, ils entendent un bruit. Et puis, oui, il y a un drone. Il y a un drone au-dessus du jardin. Alors, ils sont pas contents, hein. ouais, Puis le drone, il s'en va. Puis 2-3 fois, il revient. Alors, ils en ont marre. ouais. Alors, le mari, il dit, Ouais. attends, je vais le temps. Et il se met tout nu. Ouais, Bon, on voit pas tout nu. Alors, le drone, il est horrifié, il s'en va. ouais. Alors, il dit, Hein? Allô? Allô? William, alors le drone, il se plante devant madame. Alors elle dit, ah ben non, ça compte pas dessus. Ça m'avait fait rire. Oh là là. Bon, Bon. je me rappelle hein, pour me dire quand tu te réveilles. Ah, mais c'est vrai que j'aurais pu faire une petite virée. Tu passes par Paris? Bah non, je vais passer par Reims. Puis après, Ah oui, oui. je descends Ah à Vitry-le-François et je prends la National 4. Ah oui. Ok. Oui. Bon. Au revoir. Au revoir. Donc on est sur la A25.
situation est toujours très inquiétante, a rappelé aujourd'hui Gabriel Attal. La troisième vague n'est pas derrière nous, selon le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal qui a également confirmé que le vaccin Johnson & Johnson sera bien utilisé en France. Décision prise malgré la suspension de ce produit par les États-Unis après des cas de thrombose chez certains patients. Des effets secondaires relevés également chez un autre vaccin, celui d'AstraZeneca. Conséquence, le Danemark a décidé de s'en passer définitivement. C'est une première en Europe. De son côté, la France conserve toute sa confiance envers ce produit, a rappelé Gabriel Attal. Dans le reste de l'actualité, toujours aucune trace de la petite Mia, la fillette de 8 ans, a été enlevée hier dans un village des Vosges alors qu'elle se trouvait chez sa grand-mère. Les recherches se concentrent également autour de la mère de l'enfant qui a quitté son domicile. Son profil est inquiétant, a indiqué aujourd'hui le procureur de la République d'Épinal. Il est passé aux aveux. Le politologue Olivier Duhamel a reconnu devant les enquêteurs être l'auteur d'agressions sexuelles sur son beau-fils lorsqu'il était mineur. Révélé dans un livre publié en janvier, les faits remontent aux années 80. Ils sont désormais prescrits. Entendu en qualité de témoin, Olivier Duhamel ne peut donc plus être poursuivi. On a appris la mort de Bernard Madoff, l'homme d'affaires américain auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Plusieurs dizaines de milliards de dollars et des milliers de victimes recensées. L'affaire avait été révélée en 2008 en pleine crise financière. Condamné à 150 ans de prison, Bernard Madoff est décédé dans sa cellule de Caroline du Nord. Il avait 82 ans. Et puis le foot, le PSG connaîtra ce soir son adversaire en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce sera le vainqueur du quart de finale entre Dortmund et Manchester City. Voilà pour l'actualité. Belle soirée à tous. La météo avec agathe-france.com. Allez, il faudra bien profiter des éclaircies demain matin sur l'ensemble de la région malgré des températures toujours aussi fraîches, 1 à 2 degrés en moyenne. Pourquoi en profiter? Parce que demain après-midi, ce sera le retour des nuages et de la pluie, 9 à 10 degrés sur l'ensemble de la région. La météo de la région Nord-Pas-de-Calais sur agathe-france.com. Mona FM. Aanspraak maken op de steun die Vlaanderen heeft. Horeca Vlaanderen reageert afwachtend op de beslissingen van het of 2021, that is right now. En Europa zet meteen een nieuwe monsterbestelling bij Pfizer van bijna 2 miljard vaccins voor de komende. Klassend sneller dan Wout van Aert. Matteo Trentin werd derde. On a appris la mort de Bernard Madoff, l'homme d'affaires américain auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Plusieurs dizaines de milliards de dollars et des milliers de victimes recensées. L'affaire avait été révélée en 2008 en pleine crise financière. Condamné à 150 ans de prison, Bernard Madoff est décédé dans sa cellule de Caroline du Nord. Il avait 82 ans. Et puis le foot, le PSG connaîtra ce soir son adversaire en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce sera le vainqueur du quart de finale entre Dortmund et Manchester City. Voilà pour l'actualité. Belle soirée à tous. La météo vous est présentée par la jardinerie Stérin, votre producteur en végétaux et spécialiste animalerie, déco et fleurs, zone industrielle des Plantins, Villers. Bonsoir à tous. Un temps ensoleillé nous attend demain matin et un peu plus couvert pour le reste de la journée. Le matin, il fera 2 degrés à l'Aventie. L'après-midi, 8 degrés à Roquetoire et Burbure. En même temps pour vendredi. Et le ciel devrait rester bien dégagé samedi avec des températures qui vont augmenter progressivement. Bonne soirée à tous sur Banquise FM. La météo à retrouver tous les jours sur Banquise. Les milliards Dans une ville de radio, Banquise FM 101.7. Banquise vous souhaite une bonne soirée. 18h, 19h, c'est l'afterwork de Banquise avec Marcus. Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse. I feel the fire inside, bring the vibe alive. You're in the mix with Marcus.
mai, après de longues heures de discussion, ces mesures seront-elles suffisantes pour regagner la confiance de la population, lui donner envie d'y adhérer aussi? Ce n'était plus le cas pour tout le monde. Et Vincent Iserbyt, professeur de psychologie sociale à l'UC Louvain, nous explique pourquoi. Je pense qu'en grande partie, cela venait du fait que le message n'était plus compris comme quelque chose de cohérent, de consistant. Et je pense que c'est très important qu'on retrouve une certaine compréhension de ce qui... Spielberg s'y laissera prendre, mais surtout des petits porteurs, des fondations, des associations qui se retrouveront ruinés. Car en 2008, la crise économique met tout l'édifice à bas. Bernard Madoff est arrêté et devient l'homme le plus détesté d'Amérique, ainsi que le symbole d'une finance malade. Je suis profondément désolé et honteux, avait-il dit suite à sa condamnation à 150 ans derrière les barreaux. New York, Loïc Laurie, France Inter. À la une ce soir encore, l'épidémie de Covid dont on est loin d'être encore sorti. C'est le discours du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi. Des jours difficiles sont encore devant nous. Le pic des hospitalisations reste à venir. Nous observons ces derniers jours une confirmation que les mesures mises en œuvre depuis le 20 mars fonctionnent. Mais la troisième vague n'est pas derrière nous, malheureusement. J'ajoute que le pic... En soumettre au vote. Et bien entendu, si ça fonctionne cette année, si on voit qu'il y a de l'adhésion de la part des Louvrinoises et des Louvrinois, on renouvellera l'expérience l'année prochaine, sans aucun problème. Si on pouvait aménager le coin, ce petit coin. De l'histoire, un système de fraude dans lequel l'argent des nouveaux clients est utilisé pour rembourser ou rétribuer des investisseurs plus anciens, et ça paye grâce à la réputation, au statut de quasi-légende de Bernard Madoff dans le milieu de la finance. Steven Spielberg s'y laissera prendre, mais surtout des petits porteurs, des fondations, des associations qui se retrouveront ruinés. Car en 2008, la crise économique met tout l'édifice à bas. Bernard Madoff est arrêté et devient l'homme le plus détesté d'Amérique, ainsi que le symbole d'une finance malade. Je suis profondément désolé et honteux, avait-il dit suite à sa condamnation à 150 ans derrière les barreaux. New York, Loïc Laurie, France Info. En football, le PSG connaîtra ce soir son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce sera Manchester. Avec le Johnson & Johnson pour les plus de 55 ans, comme le vaccin AstraZeneca. Par contre, au Danemark, on a décidé de ne plus l'utiliser, ce vaccin d'AstraZeneca, et cette fois c'est définitif. En ce qui concerne le Johnson & Johnson, le pays le met sur pause aussi. On vous l'annonçait déjà hier dans ce journal, les États-Unis vont retirer leurs derniers soldats d'Afghanistan d'ici le 11 septembre prochain. Une date symbolique, l'anniversaire des attentats de 2001 qui ont déclenché l'invasion de ce pays par les Américains. Joe Biden va annoncer ce soir qu'il est temps de ramener ses troupes à la maison. Le président américain prend le risque de laisser la voie libre aux talibans pour mettre fin à la plus longue guerre menée par les États-Unis. Le moment de faire un bilan avec vous, Jean-François Herbeck. Presque 20 ans de campagne, au plus fort de la guerre, jusque 100 000 soldats américains engagés. 2400 y ont laissé la vie, des milliers ont été blessés. Les membres de l'OTAN, dont la Belgique, ont aussi contribué à l'effort de guerre. Aujourd'hui, il reste 10 000 soldats alliés sur place, dont le quart d'Américains. Tout ça pour un résultat qui n'a pas fondamentalement modifié la situation sur le terrain, selon François Géré, président de l'Institut français d'analyse stratégique. Nous retrouvons
dans les zones frontières, les mêmes seigneurs de la guerre, les talibans toujours présents, toujours des cellules d'Al-Qaïda, mais fondamentalement, rien n'a changé. Ce qui est peut-être le plus terrible, c'est que les efforts qui ont été faits pour la reconstruction, pour l'éradication de la culture pavot, pour la promotion de la démocratie, pour le droit des femmes, rien de tout cela n'est parvenu à un succès. Des femmes qui s'engagent pour changer la société et qui sont aussi les cibles d'attaques et d'assassinats. Jean-François, dans son accord avec l'État du Liban l'an dernier, Donald Trump promettait un désengagement pour le 1er mai. Pourquoi Joe Biden retarde-t-il de cette échéance? Le nouveau président décale d'un peu plus de 4 mois ce retrait pour tenter régulièrement découvrir ici dans la nouveauté du jour. La nouveauté du jour. Horizon. Maybe I'm not pretty. David, et bien 0320 26 8000 pour nous appeler. Pour l'instant, voici les Black Eyed Peas en featuring avec Shakira sur Contact FM. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, I want a girl like Shakira. Esa latina está rica. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. Bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need you all of my life. Something
149. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place au nouveau consommateur. 275 grammes, soit 6,15€ au kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Europe Soir, Le 18-20. Julien Bugy. Et ce soir, notre invité à 18h17, il est historien, chercheur associé, grand spécialiste de la colonisation, et il a été chargé par le président de la République, Emmanuel Macron, d'identifier des figures de notre histoire issues de l'immigration, des femmes également, pour renommer des rues et des bâtiments publics. Bonsoir Pascal Blanchard. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors, vous avez identifié 318 noms qui vont de Ventura, un ancien président de l'OM, Pape Diouf, en passant par des héros de guerre vietnamiens, des tirailleurs sénégalais, Bakary Diallo notamment, des femmes, Gisèle Halimi, Françoise Giroud et plein d'autres. D'abord, où est-ce qu'on en est un mois après ? On en est à faire déjà que l'écho a été extrêmement bon, que beaucoup de maires nous ont appelés, que des programmations d'inauguration sur le mois. Vous savez qu'en ce moment, inaugurer une rue, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. Donc, le créneau des premières inaugurations va être juin-juillet pour Madame la Ministre, Nadia Hay, va être celle qui maintenant prend le relais de notre travail d'historien. Et je pense beaucoup de demandes aussi pour des bâtiments publics, ce qui nous surprend énormément, médiathèques, bibliothèques, complexes sportifs. Où justement là, l'adéquation entre un sportif connu et reconnu et des nouveaux complexes sportifs fait énormément sens. On a beaucoup de demandes de ce type-là. Et oui, je pense que c'est à la fois un succès sur le court terme dans l'impact que ça a produit, et de manière très concrète, puisque c'est les maires qui sont en parle maintenant, qui débattent sur les territoires. C'est ma question justement, Pascal Blanchard. Comment le président de la République, comment les associations, comment vous, qui avez entre guillemets choisi ces 318 noms, vous pouvez inciter les maires, les conseils municipaux à piocher dans cette grande liste? Leur suggérer, leur donner envie. Leur dire, au lieu d'aller chercher des fois un étranger de l'étranger, comme Martin Luther King, Mandela, regardez notre histoire. Ils ont défendu la France, ils ont aimé la France, ils ont chanté la France, ils ont écrit la France, ils ont soigné la France. Tribal, on a bombardé ces montagnes de manière massive. Et puis finalement, Ben Laden a été exécuté en Afghanistan, au Pakistan. Au Pakistan, bien sûr, parce que la zone tribale du Pakistan est très très liée à l'Afghanistan et très poreuse en fait. Alors on se souvient d'ailleurs très bien de cette photo dans la pièce spéciale où on suit toute l'opération à partir de Washington. Une fois que Ben Laden a été éliminé, pourquoi les Américains ne rentrent-ils pas? Mais en fait, parce qu'on a changé de stratégie au fur et à mesure. Il y a 20 ans, c'était aller chercher Ben Laden. Ensuite, ça a été la paix éternelle et la démocratie en Afghanistan. Ensuite, ça a été la liberté des femmes. Ensuite, vous voyez, il y a des tas de choses. On a changé de stratégie en permanence. Et du coup, on ne savait plus très bien où on en était, parce qu'on voulait, j'allais dire, appliquer à l'Afghanistan des normes tout à fait occidentales. Et ça, est-ce que c'est le rôle des militaires d'aller instaurer la démocratie, ou vous faisiez référence à la place des femmes dans la société afghane? Alors non, vous avez raison, c'est pas le rôle des militaires, mais il n'y avait pas que les militaires, il faut s'en souvenir. Il y avait des zones, des provinces qui étaient administrées en fait assez curieusement par les pays, par l'Allemagne, par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis, et dedans il y avait beaucoup de programmes civils. Il y avait un programme dont on ne parle pas aussi, c'est le programme de lutte contre la drogue. Dans le système américain, il y avait une administration qui cherchait à retirer la fabrication de la drogue, qui était une source de revenus pour les Afghans. Donc il y a eu un mélange des genres extraordinaire, et depuis l'engagement initial qui était assez clair, aller chercher Oussama Ben Laden, on est arrivé à des tas de choses compliquées, et aujourd'hui en fait l'accord parce qu'il y avait un accord, je voudrais rappeler que ça a été porté par 3 administrations, Obama, Trump et Biden. Voilà, et justement, vous dites, Trump, il avait au départ annoncé, à l'issue d'un accord, le départ pour le 1er mai. Et puis, changement d'administration, Biden arrive, non, ça ne sera pas le 1er mai, finalement, ça sera donc le 11 septembre. Mais au passage, l'accord qui avait été passé avec les talibans, il devient caduc. Parce que l'accord avec les talibans, il était assez simple. Il disait, ok, nous partons à une seule condition, c'est que vous ne souteniez pas les extrémistes à l'extérieur de l'Afghanistan. Donc en gros, on se lave les mains de ce qui se passe en Afghanistan, mais vous ne soutenez pas ceux qui viennent à l'extérieur. Tout le monde, tous les analystes vous disent cet accord ne tiendra pas. Les talibans vont vous le dire et puis font le contraire 6 mois plus tard. Donc là, M. Biden a analysé les choses. Il a changé du 1er mai, parce que le 1er mai c'est dans 15 jours, donc on a peu de temps. Donc du 1er mai au 11
septembre. Aujourd'hui, il y a une réunion à l'OTAN dans laquelle il va y avoir coordination pour que le retrait américain se fasse à bonne entente avec en particulier les Britanniques et les Allemands qui sont toujours là. Il n'y a plus de Français depuis 2014. Et donc, il y a une coordination pour les retirer, mais sans se voiler la face, on sait très bien que l'accord avec les talibans qui avait été prévu par le président Trump aurait très peu de chances d'être appliqué. Donc ça veut dire que ça fragilise encore un peu plus le pouvoir en place, le président Ashraf Ghani. Oui, mais si vous voulez, il y avait une réunion il y a 15 jours à laquelle j'avais été invité d'ailleurs avec des Afghans à Paris, avec par exemple le fils du commandant Massoud qui était présent, et tous disaient, de toute façon, on recommence la guerre. Ah oui. Ah mais oui, bien sûr, ils ne vont pas accepter que les talibans... Et puis vous savez... on recommence la guerre, c'est une chose, mais est-ce que ça veut dire que l'Afghanistan va de nouveau devenir une base pour les terroristes djihadistes, islamistes? Très égoïstement, c'est ce qui nous intéresse nous. Oui. C'est que ça ne devienne pas une base. Tant qu'ils vont combattre là-bas, ils ont peu de chance. C'est un peu comme au Sahel, si vous voulez. Tant qu'on combat les djihadistes au Sahel, ils viennent pas chez nous. Bon, tant qu'ils combattent en Afghanistan, ils viendront pas chez nous. Mais quand je disais qu'ils vont combattre, évidemment, parce que on voit de façon un peu homogène l'Afghanistan, qui est absolument pas homogène. Il y a des turcophones, il y a des ouzbeks, il y a des mélanges qui pour nous paraissent très ésotériques, mais il y a tous ces mélanges-là. Et donc, par exemple, la vallée du Panjshir, où était le commandant Massoud, n'acceptera jamais que les talibans viennent imposer leurs lois au Panjshir. Donc ça veut dire que c'est pas une très bonne nouvelle pour les Occidentaux, pour les Européens à moyen terme. Je pense pas dans l'immédiat. Mais... Oui, non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il n'y aura plus d'intervention directe des militaires avec des grosses masses de militaires. En revanche, il y aura toujours des relations sur le plan du renseignement. Alors voilà. Excusez-moi, je vous interromps parce que je trouve ça intéressant. La question, est-ce que c'est vraiment un retrait total ou est-ce que les Américains, puisqu'ils disposent quand même des moyens technologiques pour le faire, vont continuer à surveiller ce qui se passe sur le terrain? Mais il le faut. Il le faut parce que il faut voir à quel moment la menace qui est là-bas pourrait être exportée et à quel moment un certain nombre de djihadistes vont aller s'entraîner là-bas. Comme il avait fait contre les Russes. Ça se rappelait que les talibans, au départ, ont été équipés par les Américains. Bien sûr. Donc, combien vont s'entraîner là-bas pour pouvoir exporter? Donc, il va falloir continuer à surveiller tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas d'engagement militaire au sens visible des choses, mais dans le domaine du renseignement, il est important de continuer à suivre toutes ces opérations. Et comment ça se peut techniquement? Est-ce que ça veut dire quand même que les Américains vont laisser sur place un certain nombre d'agents? Alors, il y a une ambassade quand même à protéger. Oui, il y a une ambassade. Enfin ça, c'est de la protection rapprochée. Ouais. Mais il y a des moyens de renseignement, qui soient électroniques, optiques, des satellites, etc., qui permettent de voir des choses. Il va y avoir des renseignements humains qui vont passer probablement par des Afghans qui, depuis 20 ans, ont été formés par des Américains. Donc, qui vont pouvoir passer du renseignement. Et puis, est-ce qu'il y aura un soutien indirect à un certain nombre de gens qui lutteront contre les talibans? Je répète, avec l'idée, la même, je me répète, mais parce que les Français, on est plus intéressés par le Sahel, de tant qu'ils combattent là-bas, ils n'exportent pas la violence, parce qu'ils ont besoin de se protéger sur place. À l'arrivée, le bilan de cette guerre de 20 ans, le bilan humain pour les Américains, alors... Il y a de 2400 morts, je crois. 20 000 blessés. 20 000 blessés. Ne les oublions pas. Et des traumatisés. Bien sûr. Ces guerres sont traumatisantes pour les familles, bien sûr, qui ont perdu des êtres chers, mais aussi pour les blessés. Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits aux États-Unis là-dessus, des blessés qui portent ça toute leur vie. Donc c'est un bilan extrêmement lourd. Je répète, l'erreur majeure, c'est d'avoir changé 3 fois de stratégie à peu près en 20 ans. De pas avoir un objectif clair et d'en sortir de cette façon-là. D'avoir voulu... C'est là où on se rend compte qu'il faut faire la cote mal taillée entre l'importation de nos valeurs dans des pays qui les respectent pas trop et puis le maintien d'un combat aussi pour protéger nos pays. Parce que c'est ça le fond. Parce qu'aujourd'hui, les Américains partent, c'est difficile pour eux de dire mission accomplie. Non, c'est très difficile. Alors qu'ils auraient pu le faire après l'élimination de Ben Laden. Oui, mais souvenez-vous, ça a mis beaucoup de temps quand même, énormément de temps.
Et puis, comme vous le disiez, ça s'est pas passé en Afghanistan. Ça s'est passé. Là, il y a un sujet important aussi avec le Pakistan, parce que les services de renseignement pakistanais sont très imbriqués avec ce qui se passe là-bas en Afghanistan. Ouais. Donc, il y a une relation aussi à établir. Ouais, ce qui veut dire que évidemment l'histoire n'est pas terminée. Non, c'est ce que je disais en introduction. C'est la fin d'une partie de la guerre américaine. L'Afghanistan, depuis Alexandre le Grand, a connu beaucoup de combats. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce retrait qui devrait finalement être annoncé officiellement dans environ 1h30 par Joe Biden. Merci Général Tracan d'être venu ce soir sur RTL. Dans un instant, l'œil de Valérie Trierweiler qui s'inquiète ce soir pour la santé mentale des Français. Oui, pas que nous. RTL Soir. Bonjour, c'est Anaïs Bouton. Je vous donne rendez-vous ce soir pour un nouveau numéro de Zemmour et Nolo, l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. 2 heures de talk enflammé avec les 2 Éric, des invités passionnés, des débats passionnants. On vous attend ce soir dans Zemmour et Nolo à 20h55 sur Paris Première. Carrefour, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie hypermarché. Dans la catégorie grand plaisir à petit prix, cette semaine, la machine à pain Blue Sky à 34,90 €. À ce prix-là, ça va partir comme des petits pains. Et oui, jusqu'au 26 avril, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, la machine à pain Blue Sky est à 34,90 €. Oui, 34,90 € Carrefour. Référence BBM 550-21, quantité limitée à 4000 pièces. Détails sur carrefour.fr. Longue vie aux voitures à vivre. Mais moi je peux tout jouer. Le José tendre. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ton dessin, ma chérie. Ou le José. Mesures qui ont été prises durant les 3 semaines qui viennent de s'écouler ont eu un impact positif. Est-ce que c'est grâce à ça qu'on voit une situation qui semble commencer à s'améliorer? Alors je vais essayer de développer un peu plus que ce que j'ai fait au 13h sur vos antennes, parce que je pense que j'ai été un peu court. La vérité, c'est qu'on avait commencé à observer un fléchissement, donc une décélération de l'augmentation des différents indicateurs, avant qu'on puisse attribuer ça aux mesures. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout non plus dans l'analyse des chiffres. Après, est-ce que les mesures qui ont été prises à ce moment-là auront un impact? Elles auront peut-être un impact dans quelques jours, elles ont peut-être commencé à avoir un impact. C'est très dur de dissocier ça, vu qu'une amorce avait déjà été observée avant l'application de ces mesures. Donc voilà, c'est pas évident de répondre à cette question. Maintenant, je voudrais juste remettre dans le contexte, au moment où ils ont pris ces mesures, qu'est-ce qui se passait? On avait une augmentation des différents indicateurs, et ils se sont dit ok, on va prendre des mesures prudentes et on va maintenant en fait refermer certaines vannes. Est-ce qu'ils ont refermé les bonnes? Est-ce que c'était le bon timing? Est-ce que toutes les vannes... Roger. En dan is er ook een berichtje binnengekomen. Goh, ja, goed gedaan. Duimpje, duimpje, duimpje. Samen, zegt een zekere Rita Komans. Ik denk niet Oui, ça existe depuis les années 50. Non, mais là c'est moins cher. Là, c'est moins cher, c'est 160 000 €. Ouais, mais là c'est beaucoup moins cher. Là c'est un bateau sur la route, c'est ça? En fait, tu prends ton bateau, t'es on sur peut ton... revenir c'est bien, je pensais que c'était lui. Il est pas tu vois, passer la voiture amphibie, on peut. En fait, je crois que, connaissant un peu les hôpitaux, c'est systématique. Tu vois quelqu'un arriver aux soins intensifs, ok, tu vérifies, il a le Covid, ok, il est là à cause du Covid, on se pose pas la question au-delà. Et la coexistence d'une pathologie et du Covid fait qu'il est indicaté Covid dans la plupart des hôpitaux. Je dis pas qu'ils le font tous, mais en tout cas, dans les 2 hôpitaux que j'ai demandé qu'on étudie, c'était le cas. Et ça a été fait comme ça. Et j'espère que pour la 3e vague, ce ne sera plus le cas, parce que effectivement, ça gonfle les chiffres, alors qu'il n'y a pas lieu de les gonfler. Vous savez qu'en première vague, on est allé pour les hospitalisations jusqu'à 50% dans certains hôpitaux de gens hospitalisés qui étaient effectivement atteints du Covid en plus, mais qui n'en feraient pas pour ça. Ils étaient diagnostiqués par hasard Covid positif, sans nécessairement en souffrir. Vous savez quoi, Philippe? Vous entendez la petite musique, ça veut dire qu'on va faire une petite pause. Vous savez qu'on est, et en plus vous restez avec nous. Alors on est peut-être au pic, c'est pas encore sûr, on vous posera la question de cette 3e vague, mais une chose est sûre, on est au pic des réactions dans l'émission et des questions aussi parfois plus précises à vous poser. Ne bougez pas, on vous demande de réagir et comme l'a fait Morane, si vous travaillez ou si vous êtes proche du secteur de l'ORECA, vous êtes aussi très nombreux à réagir sur les salles de sport en disant c'est quand même plus important d'aller faire du sport que d'aller manger ou d'aller boire des bières. Je ne sais pas ce qu'en pense Anne Gruet. On le saura d'ici quelques secondes. Un petit tour sur les routes. Vous êtes sur Vivacité. Donc, c'est pas fini. On débriefe l'actu ensemble, comme tous les soirs, jusqu'à 19h30. C'est pas fini. Débriefez l'actu avec nous au 070 23 33 23 30 centimes la minute.
ou par SMS au 3063, 50 centimes par message. Avec un lit design Hoping, vos rêves durables se réalisent. Grâce au premier lit entièrement recyclable au monde. Parce qu'avec Hoping, j'opte pour un confort de sommeil durable et un design de la plus haute qualité. Profitez dès à présent des avantages durables. Faites confiance à Hoping pour passer de bonnes nuits. Hoping, de tout cœur. Du vos elements, ça bien fait de deux ou non? Het is 6:30 en we weten dat jij als Studio Brussel-luisteraar op de hoogte wilt zijn van de allerlaatste muziekactualiteit. Wel, dan is er goed nieuws, want er is een nieuw hoofdstuk in de Lil Nas X-saga. Want de streamingdiensten, zoals Spotify, YouTube, Apple Music... Le deuxième pilier, c'est la circulation minimale du virus. Il ne faut pas laisser ce virus circuler. Donc le confinement qui a lieu en France. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs clients. Voilà, Bernard Madoff, à l'époque, a une réputation sans tache. Nicolas, son ascension à Wall Street a fait de lui une quasi-légende dans la finance. Et beaucoup se laissent donc entraîner, attirés par des promesses de rendement élevés et sans risque. Steven Spielberg, par exemple, parmi d'autres célébrités, mais surtout des petits investisseurs, des fondations, des associations qui se retrouveront ruinés. Parce que tout cela a une fin, Loïc, le système s'écroule suite à la crise de 2008. Et il n'y a alors plus d'argent pour rembourser les derniers arrivés, la pyramide s'écroule et Bernard Madoff est arrêté. Il devient un symbole de cette finance malade et l'homme le plus détesté d'Amérique, forcé de porter un gilet pare-balles lors de son procès. Je suis désolé, honteux, avait-il dit à l'époque en plaidant coupable, condamné donc à 150 ans de prison et enfermé depuis. Il y a quelques années, il tentait de s'expliquer ainsi dans une interview donnée depuis son pénitencier. J'avais fini par me convaincre que ce que je faisais n'était pas grave, que ça n'allait faire souffrir personne. Parce que je connaissais le succès, je faisais gagner de l'argent aux gens. Et d'une certaine façon, je me disais que ce serait temporaire et que c'était acceptable. Mais Bernard Madoff a bien ruiné des vies. L'une de ses victimes lors de son procès, un investisseur, disait ceci: il vole aux riches, il vole aux pauvres et il vole aux autres. Madoff n'a aucune valeur. Le financier avait survécu jusque-là à ses deux fils. L'un est mort d'un cancer, l'autre s'est suicidé 2 ans après l'arrestation de son père. Loïc Lurie pour ce récit depuis New York. Clap de fin donc pour l'escroc du siècle. Clap de fin en vue également pour la présence américaine en Afghanistan. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique, dit ce soir le président américain Joe Biden. Bonsoir Thomas Negaroff. Bonsoir Nicolas. Une guerre entamée il y a 20 ans dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. On va voir ça avec vous. Ce qui semblait, Thomas, une présence sans fin pourrait s'achever dans les mois qui viennent. Une présence sans fin,
C'est un peu ça, vous avez raison, tout remonte aux attentats du 11 septembre 2001. On va commémorer quand même les 20 ans dans quelques semaines. Et à l'époque, en 2001 donc, depuis déjà 5 ans, les talibans ont pris Kaboul et ils défient les États-Unis et l'ONU. 5 jours seulement après les attentats du 11 septembre, le président américain George Bush prend la parole et l'Afghanistan est déjà dans la mire. Ils sont montés dans les montagnes, ils ont trouvé un trou pour se cacher, mais nous allons les enfumer, les faire courir et nous les aurons. Hier soir, lors d'une réunion qui s'apparentait à un conseil de guerre, le président Bush a averti l'Amérique. Nous sommes en guerre, a-t-il asséné, désignant pour la première fois Oussama Ben Laden comme suspect numéro 1. Oussama Ben Laden, Thomas, que l'émirat islamique d'Afghanistan refuse alors de livrer aux Américains. Oui, et quelques semaines plus tard, en octobre, toujours 2001, les États-Unis vont mettre en place une vaste coalition internationale pour combattre le régime des talibans. L'administration Bush parle alors de guerre contre le terrorisme. Et tout à l'heure, vous parliez de présence sans fin, Nicolas. Et je repensais aux mots de Dick Cheney, le vice-président, qui, à l'époque, en octobre 2001, parle d'une guerre qui ne finira peut-être jamais au moins de notre vivant. C'est ce qu'il dit à l'époque. Et d'ailleurs, le successeur de George Bush à la Maison-Blanche, Barack Obama, qui voulait mettre fin aux guerres engagées par l'Amérique, n'y songe même pas quand il arrive au pouvoir. Oui, le retrait d'Irak, oui. L'Afghanistan, non. On écoute Barack Obama, c'est même un petit peu avant qu'il arrive au pouvoir. On est à l'été 2008. Dès le premier jour de ma présidence, je donnerai une nouvelle mission à l'armée, mettre un terme à la guerre en Irak. Nous pouvons cependant, en toute sécurité, faire rentrer les troupes combattantes en 16 mois. En fait, le front central de la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas l'Irak. Cela ne l'a jamais été. Pour cela, le deuxième objectif de ma nouvelle stratégie sera de mener le combat contre Al-Qaïda en Afghanistan et au Pakistan. C'est d'ailleurs en 2010, sous Obama, que la présence américaine sera la plus importante en Afghanistan, avec jusqu'à 100 000 GIs sur le terrain. Alors, lors de son deuxième mandat, il évoquera fréquemment un retrait. Mais lorsque l'OTAN met un terme à son engagement en Afghanistan, c'est à la fin de l'année 2014, Obama, lui, maintient des troupes américaines, moins nombreuses, mais c'est vrai qu'il craint une déstabilisation de ce qu'on appelle l'AFPAC, vous savez, cette zone à risque Afghanistan-Pakistan. Alors Joe Biden, aujourd'hui, semble vouloir sauter le pas, réaliser une promesse d'Obama, mais surtout de Donald Trump. L'Afghanistan pour les États-Unis, ne l'oublions pas, c'est 20 ans de guerre, vous l'avez dit, la plus longue guerre de l'histoire du pays, 4 présidents américains, 7000 morts, et il faut tout de même le dire, les talibans à nouveau aux portes du pouvoir. Et voilà pour ce bilan, ce rappel historique avec vous, Thomas Negarov, comme chaque soir dans le 17-20. France Info, 17h, 20h. On est le 14 avril 2021. Nicolas Théa. Il n'y aura pas de procès dans l'affaire Sarah Halimi. Margot Steve pour les explications détaillées dans quelques instants. Et puis on s'intéressera aussi à l'application de cette réforme 100% santé. Un remboursement à 100% normalement pour des lunettes ou des prothèses audio. Les opticiens ne jouent pas vraiment le jeu. On verra ça dans les prochaines minutes. 18h40. Bienvenue à tous. Le Fil Info, c'est avec Emmanuel Langlois. Le premier pays à l'abandonner en Europe, le Danemark renonce définitivement au vaccin AstraZeneca à cause de ses effets secondaires rares mais graves, annoncent les autorités sanitaires danoises, malgré les avis du régulateur européen et de l'OMS favorable à son usage. La Commission européenne, elle annonce que les laboratoires BioNTech et Pfizer vont augmenter de 50 millions de doses les livraisons de leur vaccin anti-Covid au deuxième trimestre pour atteindre 250 millions de doses sur la période. Emmanuel Macron en déplacement au CHU de Reims, le chef de l'État annonce la mise en place d'un forfait psy pour les enfants déprimés à cause de cette crise du Covid-19. Et puis la Belgique, elle rouvre dès lundi ses frontières pour les voyages non essentiels comme les séjours touristiques. Ils étaient interdits depuis fin janvier. Les déplacements qui resteront toutefois déconseillés, prévient le Premier ministre. Les cafés et restaurants de Belgique pourront eux rouvrir leurs terrasses le 8 mai en limitant le nombre de consommateurs par table. Ils avaient été contraints de fermer fin octobre. Olivier Duhamel reconnaît être l'auteur d'agressions sexuelles sur son beau-fils. Le politologue l'a dit lors d'une audition libre devant les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Et puis la personnalité de la mère de Mia au cœur des investigations dans les Vosges au lendemain de l'enlèvement de la fillette de 8 ans hier. Elle est toujours activement recherchée. D'après le procureur d'Épinal, la mère n'avait plus la garde de son enfant et voulait vivre en marge de la société. France Info. Il n'y aura pas de procès dans l'affaire Sarah Halimi. Cette femme rouée de coups et défenestrée à Paris. C'était en avril 2017. La Cour de cassation
a rejeté cet après-midi le pourvoi de ses proches, estimant que le meurtrier, Kobili Traoré, était pénalement irresponsable au moment des faits. Margot Steve. Pour les juges, Kobili Traoré était dans un état second le soir du meurtre, sous le coup d'une bouffée délirante qui abolissait son discernement. D'après la Cour de cassation, qu'importe ce qui a pu provoquer cet état, qu'importe si cela a un lien avec sa consommation très importante de cannabis, la loi, expliquent les juges, ne distingue pas selon l'origine du trouble mental qui a fait perdre à l'auteur la conscience de ses actes. Kobili Traoré doit donc être jugé irresponsable pénalement, disent les juges. Une décision saluée ce soir par maître Patrice Spinozzi, l'un des avocats de Kobili Traoré. C'est une décision assez raisonnable. À partir du moment où il a été décidé que vous n'aviez plus aucun contrôle sur vous-même, ce que vous avez pu faire, tout aussi atroce que cela puisse être, n'est pas susceptible de vous être reproché. Vous n'avez pas votre place dans une prison. Vous avez besoin d'être soigné parce que vous êtes malade. C'est un principe cardinal du droit pénal. En France, comme dans beaucoup de pays, on ne juge pas les fous. C'est aussi ce qu'avaient conclu les juges d'instruction et la Cour d'appel. La Cour de cassation a donc suivi les décisions qui avaient été prises jusque-là par la justice. Mais pour les proches de Sarah Halimi, cette décision est incompréhensible. Pour eux, la consommation de drogue devrait être une circonstance aggravante et non pas justifier le fait que Kobili Traoré puisse échapper à un procès. Maître Waknin Melki, l'une des avocates de la famille de Sarah Halimi. Le cas de Kobili Traoré qui a été jugé par la Cour de cassation va également impacter l'ensemble de la société française. Si désormais une personne qui consomme des stupéfiants peut voir sa responsabilité pénale être dissoute uniquement parce qu'il a consommé des stupéfiants, c'est la porte ouverte à quantité de décisions que nous allons évidemment avoir à connaître dans les prochains mois, dans les prochaines années, tant que cette jurisprudence ne sera pas abandonnée ou tant qu'un nouveau texte de loi ne viendra pas préciser l'article 122-1 du Code pénal, celui qui prévoit les responsabilités pénales pour troubles psychiques. Les avocats de la famille Halimi se disent donc très déçus par cette décision. Ils envisagent de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Margot Steve pour ces précisions. Les opticiens proposent-ils assez de lunettes totalement remboursées? C'est une question qui a été posée hier lors d'une réunion autour du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il s'agissait d'un point sur la réforme 100% santé, l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, et un dispositif généralisé depuis le 1er janvier dernier qui permet de ne rien payer si l'on choisit des lunettes ou encore des prothèses audio qui se trouvent sur une liste bien précise. Bonsoir Grégoire Lecalot. Bonsoir. D'après les premiers chiffres d'une enquête menée par la répression des fraudes, il semble que les opticiens ne jouent pas le jeu. Les inspecteurs de la DGCCRF sont en effet depuis quelques semaines en train de visiter des magasins de lunettes. Comme tous les clients, ils demandent des devis pour en acheter et ils ressortent trop souvent sans avoir entendu parler de la réforme 100% santé. Dans une présentation diffusée hier lors de la réunion autour du ministre de la Santé, les inspecteurs précisent qu'au cours de cette enquête réalisée dans le cadre du 100% santé, ils ont rencontré un problème chez 60% des opticiens visités, offres mal présentées ou pas présentées du tout. En gros, chez certains opticiens, le client ignore qu'il a la possibilité de bénéficier de verres ou de montures sans débourser un sou. Résultat, en 2020, 16% des clients ayant acheté des lunettes ont bénéficié du dispositif, alors que le ministère avait fixé un objectif à 20%. À comparer avec les prothèses audio, 52% des ventes de ce secteur se sont effectuées avec le 100% santé. Grégoire, que font ces opticiens qui ne proposent pas ou proposent mal ces lunettes 100% remboursées ? Eh bien, selon les inspecteurs de la répression des fraudes, ils dirigent les clients vers les offres du marché libre, soit en oubliant, entre guillemets, de préciser que les lunettes ou les verres sont intégralement pris en charge, ce qui du coup les rend plus chers que les autres, soit en dénigrant l'offre, soit en ne la présentant pas du tout et parfois en cachant les lunettes éligibles dans des tiroirs non accessibles. Vous avez pu avoir au téléphone, Grégoire, les représentants des opticiens. Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Alors André Balbi, le président du Rassemblement des opticiens de France, estime la profession injustement montrée du doigt. D'abord, il souligne que l'enquête de la répression des fraudes n'est pas terminée. Seuls 300 magasins sur les 700 prévus ont été visités. Ensuite, dit André Balbi, eh bien, les chiffres présentés sur les opticiens sont trompeurs. Les 60% d'anomalies constatées ne l'ont pas été que sur la présentation du 100% santé. Ça pouvait être aussi, par exemple, des défauts d'affichage. Et ensuite, selon lui, 16% de lunettes vendues avec le dispositif, en fait, eh bien, c'est un bon résultat. On l'écoute. Il faut le remettre dans son contexte parce que quand même l'année 2020 elle a été perturbée. On a vécu 2 confinements,
2 mois de fermeture pour les opticiens. Et au 1er janvier, les opticiens étaient prêts et on a réussi à équiper 2 millions de personnes. Nous pensons qu'il est regrettable que certains clients aient pu constater un dénigrement de l'offre 100% santé. Et il faut savoir que l'exercice qu'on nous demande de faire sur le devis, c'est une présentation conjointe des 2 offres, l'offre 100% santé et l'offre marché libre. Cet exercice, il crée forcément une comparaison entre ces 2 offres. Donc l'exercice que l'on doit faire, c'est donner l'éclairage suffisant aux clients pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent faire un choix éclairé. Alors l'enquête de la répression des fraudes se poursuit jusqu'en 2022, où la réforme est censée être complètement mise en place. Si la tendance reste la même, le ministre de la Santé envisage des actions sans plus de précision. Grégoire Lecallot pour ses explications ce soir. Prenons la direction du Tarn, où comme dans de nombreuses régions, des brasiers ont été allumés pour tenter de sauver les cultures. Geste désespéré d'agriculteurs, de producteurs contre le gel, mais les habitants commencent à en avoir assez de ces fumées autour des vergers des arboriculteurs. C'est le cas dans la commune d'Ambre, l'un des villages touchés où s'est rendu Stéphane Iglesias. Les arboriculteurs ont besoin de protéger leur production de pommes notamment, et avec plusieurs nuits de gel, ils se sont retrouvés à court de bougies pour réchauffer les vergers. Du coup, Florence, jeune mère de famille, s'est réveillée avec de la fumée dans sa maison, mais aussi dehors. Quand j'ai ouvert mon volet, un épais nuage de fumée était tout environnant dans la commune. En fait, je ne voyais pas au bout de 4 mètres de ma terrasse. Je ne voyais pas ma voiture garée à proximité. L'incompréhension totale. Comme on connaît notre commune, on sait qu'il y a des vergers qui brûlent du coup pour protéger leurs pommes. Et là, on ne savait pas du tout ce qui s'était passé et on a appris qu'ils avaient brûlé des balles de paille. C'était difficile de respirer. Moi, j'ai été réveillée dès 4h du matin. En fait, les fumées sont introduites à l'intérieur de la maison. Alors, je comprends tout à fait que les arboriculteurs protègent leurs vergers. C'est normal, mais il faut le faire avec d'autres méthodes. Quant aux maires des villages alentours, ils sont inquiets. Daniel Marquez, maire d'Ambre. Pour préserver la gelée au niveau des cultures, il y a eu des feux qui ont été allumés. Comme il y a une pénurie de bougies, ils ont allumé des feux de paille, ce qui a rendu où il n'y a pas eu de visibilité, où tout était opaque. Les prochaines nuits vont rester fraîches. Les maires demandent donc à la préfecture du Tarn de se saisir du dossier et d'éviter au moins demain matin les feux de paille. Ambre dans le Tarn, Stéphanie Iglesias, France Info. À ne pas rater aujourd'hui sur franceinfo.fr. Alors que les vols entre le Brésil et la France sont suspendus pour au moins 5 jours et les voyages à l'étranger fortement déconseillés, dans quel cas faut-il respecter une quarantaine ou un isolement sur le sol français? On vous explique tout en détail sur franceinfo.fr et l'appli France Info. France Info, première plateforme d'actualité au quotidien. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teilhard. Le fondateur du Puy du Fou, Philippe Devilliers, invité de Jean-François Aquili, le 18-50 France Info dans 1 minute. Et le fil info tout de suite avec Emmanuel Longlois. La France compte ce soir un peu plus de 5900 patients atteints du Covid en réanimation. C'est 50 de moins qu'hier. Les services de santé dénombrent par ailleurs près de 300 nouveaux décès ces dernières 24 heures dans les hôpitaux. Alors que le nombre de morts de l'épidémie en France devrait dépasser les 100 000 dans les toutes prochaines heures, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lui déclare qu'un hommage national sera rendu aux victimes du Covid. La campagne de vaccination contre le coronavirus pâtit, elle, des déboires des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca. Elle va bénéficier en Europe, en revanche, de l'aide des laboratoires BioNTech et Pfizer, qui livreront plus de doses que prévu au 2e trimestre en Europe, annonce Bruxelles. Et puis malgré une mauvaise situation épidémiologique, la Suisse prévoit de rouvrir dès lundi ses terrasses de restaurants, cinémas ou encore ses salles de sport, contrairement à ce qui se passe dans une bonne partie de l'Europe. La Cour de cassation confirme l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, cette sexuagénaire juive tuée en 2017 à Paris. Cette décision entérine ainsi l'absence de procès pour le jeune homme hospitalisé en psychiatrie depuis ce crime. Puis c'est le premier cas de la maladie dans le département. Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans la basse-cour d'un particulier en Haute-Savoie. La préfecture a ordonné l'abattage des animaux. France Info. Le 18-50, France Info. Bonsoir à vous, Philippe Devilliers. Bonsoir.
Alors, nous allons évoquer le jour d'après votre nouvel essai paru chez Albin Michel. Mais Philippe de Villiers, la France va passer là, ce cap symbolique des 100 000 morts de l'épidémie de Covid-19. Qu'est-ce que vous dites-vous d'abord de cette barre symbolique, de cette gestion de la crise sanitaire? C'est un naufrage, parce qu'il y a 100 000 morts directs, et il y a beaucoup de morts indirectes. Tout simplement parce que le pouvoir est devenu un biopouvoir qui n'a pas su résoudre le problème du Covid. Il y a des pays qui ont fait des erreurs au début, il y a des pays qui ont fait des erreurs à la fin. Nous, on a fait des erreurs partout, tout le temps, et ça continue. Regardez l'affaire du variant brésilien, etc. L'affaire des frontières. On n'a jamais pris les bonnes mesures. On a fait un confinement de masse parce qu'on n'a pas voulu fermer les frontières. On a ensuite confié le pouvoir au biopouvoir, le conseil scientifique. Et le pouvoir, c'est pas le biopouvoir. La politique, c'est la vie. La vie, c'est la vie créative, c'est la vie sociale, c'est la vie affective, c'est la vie spirituelle, c'est la vie culturelle, c'est la vie. Et donc, la vie prophylactique, c'est une des vies. Et la politique, justement, la grandeur et l'honneur de la politique, c'est de protéger la vie dans son ensemble. Mais justement, Philippe de Villiers, quand vous voyez Emmanuel Macron, le président, qui visite là le CHU de Reims, le service de psychiatrie de l'enfant, à la rencontre d'ados déprimés, de psychiatres débordés, vous dites quoi? Il est en première ligne, le président, il se bagarre? Je pense qu'il a commis une erreur que j'ai du mal à comprendre. C'est la fameuse distinction entre les essentiels et les non essentiels. C'est-à-dire qu'il a condamné à mort des indépendants, des gens qui ne se relèveront pas. Certains commerçants notamment. Tous les petits commerçants, tous les bistrots, tous les restaurants, toutes les petites PME, parce que la prochaine file d'attente, c'est pas dans les vaccinodromes, c'est au tribunal de commerce quand le pays va être décongelé et que tous ces gens qui en fait ont été enfermés, les non essentiels comme on dit, quand tous ces gens vont faire les comptes et ne pas pouvoir repartir. Il fallait faire autrement, c'est ça? Oui, il fallait faire autrement. Il fallait absolument privilégier la vie comme l'ont fait d'autres pays qui ont réussi à faire le dos d'air. J'arrive d'Espagne, je peux vous dire qu'en Espagne, tous les restaurants et les bistrots sont ouverts depuis longtemps. Ils sont comme nous, ils ont un plateau avec haut. Des protocoles, c'est ça? Bien sûr, avec des protocoles, voilà. Philippe de Villiers, dans le jour d'après, chez Albin Michel, vous guerroyez contre les GAFA. Vous dites qu'ils profitent de la pandémie pour s'emparer du monde. Vous dites que ce sera pire demain. Et vous êtes d'ailleurs très dur avec Emmanuel Macron. Vous en faites une sorte de complice de ce qui se passe. Non, j'en fais le ludion utile. Ludion utile. Il est très attaché à la big tech, etc. En fait, j'ai écrit ce livre parce qu'un jour, j'ai découvert que ce que nous avons vécu a déjà été joué. C'est-à-dire que le 18 octobre 2019, longtemps avant qu'on entende parler du Covid, a eu lieu à New York un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus avec Big Finance, Big Data, Big Pharma, des puissances privées, et qui expliquait exactement ce qui allait se passer. Ça veut dire qu'en fait, je ne dis pas du tout qu'ils ont inventé le virus, je dis simplement que, comme l'a expliqué Klaus Schwab dans un livre paru le 2 juin 2020, en pleine pandémie, la pandémie a été pour eux, je cite Klaus Schwab, une fenêtre d'opportunité. Une fenêtre d'opportunité pour une réinitialisation du monde, ce sont ces mots. Et un reset, vous dites. Un reset, ce sont ces mots. C'est le titre du livre, paru le 2 juin. Et il y a eu une conférence de presse le 3 juin, une vidéoconférence mondiale, au cours de laquelle il a été dit la réinitialisation, c'est la digitalisation du monde et le virus climatique. En d'autres termes, il y a des profiteurs de guerre, des profiteurs de pandémie, ce sont les GAFA, les géants du capitalisme de surveillance, et nous sommes en train de devenir, comment dire, les serfs de la glèbe numérique. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être géolocalisés, à être tracés, à être traqués, voire implantés.
Philippe de Villiers, il y a une présidentielle dans un an, et quand nous lisons votre jour d'après, c'est extrêmement pessimiste, c'est assez noir. Qu'est-ce que vous dites? Il faut un sursaut? Je dis que le jour d'après nous a fait rentrer dans un monde qu'on peut qualifier 3 fois, avec 3 mots. D'abord un monde dans lequel, au nom du tout sanitaire, on a sacrifié la jeunesse, la transmission, l'avenir. Un monde dans lequel, au nom du tout numérique, on a sacrifié la société de voisinage. Et au nom du transhumanisme, on a dénaturé l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc ce qu'il faut faire, c'est retrouver une politique de civilisation. C'est-à-dire, en fait, retrouver le voisinage, la civilité, et refabriquer des Français de désir, des petits Français de désir. C'est-à-dire un roman national. Parce qu'aujourd'hui, on perd notre histoire, on perd notre art de vivre, on perd notre langue avec la fameuse écriture inclusive. On est en train de perdre le trésor moral français. Philippe de Villiers, il y aura un choix à faire l'an prochain. Le duel Macron-Le Pen, vous n'y croyez pas? Non. Pourquoi? Alors, parce que là, on est congelé, on est masqué, personne ne voit le sourire, la parole contenue, les amertumes rentrées. Quand le pays va être décongelé, pour prendre cette expression métaphorique, il y aura des avalanches. Et je pense qu'il y a toute une classe politique et même plusieurs générations qui vont être emportées dans l'avalanche. Quel type d'avalanche? Une avalanche, c'est-à-dire qu'en fait, les Français qui ont été enfermés pendant 1 an vont demander des comptes à tous ceux qui, depuis des années, ont laissé s'écrouler les murs porteurs. L'autorité, la liberté, l'identité, la souveraineté. Il nous reste quelques secondes, Philippe de Villiers. Vous êtes très dur dans votre ouvrage avec Emmanuel Macron. Il n'est plus votre ami? Non, ça n'a rien à voir avec l'amitié. La première fois que je l'ai vu, quand il est venu me chercher, je lui ai dit, je vous préviens, je ne monterai jamais dans la bétaillère. Oui. Donc, on peut se parler, mais je garderai toujours ma liberté. Non, ce qui me frappe, c'est l'amitié, oui, mais la vérité, elle est cruelle. La vérité, c'est quoi? Il ne voulait pas de frontières, il faut des frontières. Il ne voulait pas de souveraineté, il voulait la souveraineté européenne. On a vu l'échec. On parlait de la religion des flux. On s'est aperçu que quand on n'avait pas de stock de masques, on était gros gens comme devant. Et l'idée des chaînes de valeur globale, l'idée des délocalisations d'un pays post-industriel, ça ne marche pas. Il faut revenir aux principes de base, comme disait Charles Pasqua, mon ami Charles Pasqua, ce qu'un pays ne fait pas pour lui-même, personne ne le fait à sa place. Merci en tous les cas à vous, Philippe de Villiers. Je rappelle le titre de votre nouvel essai, Le jour d'après, paru chez Albin Michel. Philippe de Villiers, fondateur du Puy du Fou. Merci d'avoir été l'invité du 1850 France Info. Merci François Aquili. Jean-François Aquili, on vous retrouve à 20h pour les informer. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com. Sébastien Léas. Fraîcheur et soleil seront encore au rendez-vous demain. Localement, les températures seront froides cette nuit avec des gelées comme à Alençon, Dijon, Auch ou Clermont-Ferrand. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, la journée sera bien ensoleillée. Plus au nord et à l'est, les éclaircies seront belles le matin, mais plus timides l'après-midi. Les développements nuageux pourront lâcher quelques averses. La limite plus neige, ça descend vers 600-800 mètres sur les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord. Le risque d'averses sera plus marqué sur la Normandie, les Hauts-de-France, la Provence et le relief corse. Les averses se produiront surtout l'après-midi, même si des averses seront déjà possibles en matinée sur la Côte d'Azur. Au nord de la Seine, les averses pourront même s'accompagner de grésil. Les températures maximales resteront stationnaires, 9 à 13 degrés sur la moitié nord et 11 à 18 degrés sur le sud. Merci Sébastien Léas et bienvenue sur France Info, il est 19h. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Thomas
Bénèche pour l'info, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Les effets de la crise sanitaire sur les enfants au cœur d'un déplacement du président de la République. Oui, Emmanuel Macron cet après-midi au service pédopsychiatrie du CHU de Reims. Il y a échangé avec des enfants en situation de détresse et fait aussi des annonces pour les soutenir, vous l'entendrez. Le Danemark dit stop, il arrête définitivement l'utilisation du vaccin anti-Covid AstraZeneca sur son territoire. Il pointe ses effets secondaires rares mais graves. Le président des États-Unis va prendre la parole ce soir, confirmer le retrait des soldats américains d'Afghanistan. Son secrétaire d'État l'a annoncé en préambule et avant son discours aux pays membres de l'OTAN. Enfin, qui portera le drapeau français pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo cet été? 12 candidats et la parité sera respectée. Les syndicats avaient levé le lièvre et le ministère du Travail le reconnaît. La réforme de l'assurance chômage à partir du 1er juillet prochain aura des effets indésirables. Certains salariés qui ont été en congé maternité, en arrêt maladie ou en chômage partiel auront de moins bonnes indemnisations. On vous explique tout à 19h10. Bienvenue. Pour mesurer les effets psychologiques de la crise du Covid-19 sur les plus jeunes, le chef de l'État était donc en déplacement aujourd'hui à Reims. Il s'est rendu au service pédopsychiatrie du CHU de la ville. Et Simon Le Baron, le président de la République, a fait des annonces pour aider les enfants en dépression. La crise a sur eux d'énormes effets. Oui, un impact énorme. Les consultations ici, par exemple, ont doublé depuis l'an dernier. Des enfants et des adolescents en détresse, comme Caroline, elle a 16 ans. Elle est hospitalisée pour dépression et elle répond sans détour au président. Et alors là, qu'est-ce que vous redoutez là dans les mois qui viennent? S'il y a encore un autre confinement. On fait tout pour... Oui, je sais. C'est ça qui te tape sur le système, si je peux dire. Oui. Il faut qu'on s'accroche pour éviter toute fermeture. J'ai bien compris. Voilà, tout faire pour éviter un nouveau confinement. Olivier Véran, le ministre de la Santé qui accompagne le chef de l'État, a bien compris. Il a compris aussi que la pédopsychiatrie est sous l'eau. On bricole. Il faudrait doubler, voire tripler les moyens, alerte la chef du service. Alors pour tenter de soulager l'hôpital, Emmanuel Macron annonce un forfait 100% psy pour les enfants de 3 à 17 ans. Qui va permettre, sur la base d'une prescription du médecin de famille, du psychiatre, de médecine scolaire ou des hospitaliers, et bien d'avoir accès donc à 10 séances qui seront prises en charge. 10 séances remboursées chez un psychologue de ville, dispositif valable pour au moins 6 mois, mais attention à ce que ce ne soit pas qu'un sparadrap, lance un médecin au président. L'Élysée promet des annonces plus structurelles après les assises de la santé mentale cet été. Simon Le Baron à Reims pour France Info. Dans les hôpitaux et les services de réanimation, il y aura encore des jours très difficiles face au Covid-19. C'est ce qu'indiquait aujourd'hui le porte-parole du gouvernement à l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire suivi du Conseil des ministres. Selon les derniers chiffres de l'agence Santé publique France, près de 30 900 patients sont ce soir hospitalisés pour une infection au coronavirus, dont 5 900 en réanimation. C'est moins qu'hier. L'Agence européenne des médicaments poursuit son enquête sur le vaccin de Johnson & Johnson. Elle s'exprimera la semaine prochaine. L'utilisation de ce produit est suspendue aux États-Unis après l'apparition de 6 cas graves de caillots sanguins. Le Danemark met fin de son côté à l'utilisation du vaccin AstraZeneca, là aussi pour les caillots sanguins détectés chez des personnes vaccinées. Et c'est le premier pays européen à prendre une telle décision, Marie-Pierre Véraud. Le Danemark justifie cet abandon par des effets secondaires rares mais graves. Rares, certes, l'Agence européenne des médicaments comme l'OMS continue d'ailleurs à recommander l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, pointant que ses bénéfices excèdent de très loin le risque de développer une forme très atypique de thrombose. Le Danemark en convient d'ailleurs, mais il connaît une réelle accalmie et estime que la majorité de sa population à risque est désormais immunisée. Il préfère donc appuyer sur le frein. Mais le risque à présent, c'est que cette décision ne fasse boule de neige dans l'Union. Pendant ce temps, Pfizer-BioNTech tutoie les sommets. La Commission salue le laboratoire qui livrera dès ce mois-ci 50 millions de doses supplémentaires qui n'étaient prévues qu'au 3e trimestre pour un total de 250 millions de doses. Marie-Pierre Véraud, rédaction internationale de Radio France. Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé. La Cour de cassation confirme aujourd'hui l'irresponsabilité pénale du tueur actuellement hospitalisé en psychiatrie. Le 4 avril 2017 à Paris, cet homme de religion musulmane avait violemment agressé sa voisine Sarah Halimi de confession juive et âgée de 65 ans avant de la défenestrer. Les aveux d'Olivier Duhamel, entendus hier en audition libre, le politologue a reconnu avoir violé son beau-fils
lorsqu'il était adolescent dans les années 80, selon les informations de France Info. Camille Kouchner, sœur de la victime, avait révélé ces faits dans son livre La Familia Grande, paru en tout début d'année. Tous les soldats américains auront quitté l'Afghanistan d'ici au 11 septembre. Le ministre américain des Affaires étrangères Anthony Blinken l'a fait savoir à Bruxelles, aux pays membres de l'OTAN, et le président des États-Unis doit le confirmer ce mercredi lors d'un discours, Pierre Benazé. L'argent emprunté avec celui de nouveaux contributeurs, elle s'étendait à travers plus de 100 pays. Le journaliste américain Adam Shapiro, qui a rencontré Bernard Madoff plusieurs fois, réagit à l'annonce de sa mort. Dépenses liées aux urgences Covid, le rapport souligne une augmentation de près de 5% des crédits consommés, 6,7 milliards d'euros en plus, en cause notamment des embauches bien supérieures aux créations de postes envisagées au départ. Ce ne sont pas 199 postes qui ont été créés, mais en réalité 2800 postes en 2020 pour les ministères de l'Intérieur, de la Justice et aussi pour l'Éducation nationale. Cette trajectoire devrait encore se poursuivre en 2021, Bercy ayant annoncé plus de 5000 créations de postes dans l'année à venir. Cela signifie, d'après les sages, qu'au bout de 5 ans de mandat, il devrait y avoir encore plus de fonctionnaires d'État, alors même qu'Emmanuel Macron avait promis à l'origine une baisse des effectifs de 50 000 postes. Anaïs Bouissou pour RTL. Ce n'est pas une conséquence de la crise sanitaire, mais de la forte baisse des températures ces derniers jours. Le gel a causé 2 milliards d'euros de manque à gagner pour la viticulture. Un producteur de raisins, estime la FNSEA, au moins 2 milliards d'euros. Ça représente un tiers au moins de la production viticole française. Voilà, et le gel va encore continuer pendant un jour ou deux. On verra ça tout à l'heure avec Peggy. Courte pause dans un instant. Le mystère de la disparition de la petite Mia, mais aussi poker menteur sur le nucléaire iranien, et puis les verres à vendre. C'est le début de la floraison qui est un stade dans l'établissement, de refaire des gestes qu'on n'a plus l'habitude de faire, mais c'est sûr qu'au début ça va être très très compliqué, je pense. Sophie Jobard s'est donc mise au sport pour se préparer physiquement à retourner derrière le bar debout toute la journée. Attention tout de même aux excès de confiance, le 15 mai est une hypothèse. Sébastien Goudet reste prudent. Le président de l'Union des cafetiers, hôteliers, restaurateurs et entrepreneurs de spectacle appelle ses adhérents à la patience. Je veux encore espérer y croire. Maintenant, j'ai du mal à comprendre qu'on reporte des élections en une semaine et qu'on nous laisse la possibilité de réouvrir au 15 mai. Je mets beaucoup d'incertitudes. Une réouverture dans tous les cas progressive qui concernerait d'abord les restaurants d'hôtel, puis seulement les terrasses avec une jauge limitée. Reportage de Théo Hetch, France Bleu, Belfort, Montbéliard. Eux sont peut-être mieux armés que nous pour faire face aux maladies, les Papous, les Néo-Calédoniens, les habitants du Vanuatu, les Polynésiens. Ils ont tous des gènes de 2 espèces disparues, dont celle de l'homme de Néandertal. Et ces gènes leur ont permis de mieux résister au virus. Bonsoir Sophie Becherel. Bonsoir. C'est le résultat d'une vaste étude publiée ce soir dans Nature et menée par une équipe internationale de généticiens.
dont plusieurs chercheurs de Pasteur. Oui, une étude qui confirme d'abord que c'est il y a 40 000 ans que les premiers hommes sont arrivés dans le Pacifique Sud. Les hommes modernes avaient sûrement des rudiments de navigation lorsqu'ils ont atteint la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon ou Bismarck. Le séquençage du génome de 320 individus représentant 20 populations différentes confirme aussi que c'est bien plus tard, il y a seulement 4000 ans, qu'ils ont colonisé l'Océanie lointaine, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. La génétique révèle aussi, vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, ces habitants conservent en eux 2,5% de gènes issus de l'homme de Néandertal, mais une autre espèce archaïque s'est métissée, disparue elle aussi, c'est l'homme de Denisova, dont on ne connaît qu'un fossile trouvé en Sibérie. Étienne Patin, chercheur à l'Institut Pasteur, a co-dirigé cette étude. Nous, ce qu'on voit, à partir du génome des populations du Pacifique Sud, c'est que cet homme de Denisova s'est métissé avec l'homme moderne à au moins 4 occasions, avec des proportions différentes, entre 0% et plus de 3%. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les populations d'hommes modernes, Homo sapiens, se sont métissées avec différents groupes de Denisova. Et si les gènes hérités de Néandertal ont impacté la couleur de la peau et le développement neuronal, ceux des Denisoviens sont étonnamment dédiés à une seule fonction, explique Luis Quintana Murci, professeur au Collège de France. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme de Denisova a presque exclusivement contribué à des mutations associées à la réponse immunitaire. Ça facilitait l'adaptation de notre espèce aux pathogènes. En somme, en Océanie, les hommes ont tiré le meilleur de ces deux métissages, intervenus à des époques différentes et par des voies géographiques différentes. Aujourd'hui, ces informations sont précieuses car elles peuvent aider à mieux comprendre la sensibilité génétique des populations ou leur capacité à lutter contre des maladies, en particulier infectieuses, ou même l'obésité qui flambe chez certaines populations du Pacifique. Merci Sophie Becherel. Il n'y aura pas de procès dans l'affaire Sarah Halimi. Cette femme juive jetée de son balcon il y a 4 ans à Paris, la Cour de cassation confirme, son meurtrier est irresponsable pénalement. Décision rendue sur la base de 3 expertises qui parlent de faits commis lors d'une bouffée délirante sur fond de consommation de cannabis. Olivier Duhamel reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés. Le politologue est accusé d'agression sexuelle sur son beau-fils. L'affaire a été révélée dans le livre de Camille Kouchner, la sœur jumelle de la victime présumée. Les faits sont prescrits, mais une enquête est ouverte depuis janvier. Bonsoir Ariane Grissel. Bonsoir. Et Olivier Duhamel s'est donc expliqué hier devant les enquêteurs. Oui, il a été entendu tout l'après-midi par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. En audition libre, pas de garde à vue, il avait la possibilité de cesser les échanges quand il voulait. Et selon nos informations, il reconnaît des masturbations sur son beau-fils, donc des agressions sexuelles. Rappelons que l'enquête ouverte en janvier l'a été pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans. L'objectif de ces investigations est double. D'abord, vérifier si les faits sont prescrits. La réponse est oui, il est trop tard effectivement pour envisager des poursuites. Et puis savoir s'il y a eu d'autres victimes. Olivier Duhamel assure que non. Quand il sait en janvier que le livre de Camille Kouchner va être publié, le politologue dénonce via Twitter des attaques personnelles. Peu de temps après, le parquet de Paris précise qu'une enquête a déjà eu lieu sur ces accusations, classées sans suite en 2011. À l'époque, les faits sont déjà prescrits. Le frère de Camille Kouchner décline la possibilité de porter plainte qu'il dépose finalement le 21 janvier dernier, après avoir lui aussi été entendu par la brigade des mineurs. Ariane Grissel, lui, poursuivait l'écrivaine Ariane Fornia en diffamation. L'ancien ministre Pierre Jox perd son procès en appel. La Cour donne raison à la fille d'Éric Besson qui accusait Pierre Jox, sans le nommer, d'agression sexuelle sur son blog en 2017. L'ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand va se pourvoir en cassation. Les victimes du père Prénat, définitivement déboutées de leur poursuite contre le cardinal Barbarin. Elles lui reprochaient de ne pas avoir dénoncé les abus du prêtre quand elles étaient mineures. La Cour de cassation estime qu'il n'y a plus d'obligation de dénonciation à partir du moment où les victimes devenues majeures peuvent elles-mêmes porter plainte. Téhéran porte à 60% l'enrichissement d'une partie de son uranium. C'est le président Hassan Rouhani qui l'a annoncé lui-même en Conseil des ministres. Une réponse, selon lui, au sabotage de Natanz, l'explosion dimanche qu'il attribue à Israël et qualifie de terrorisme nucléaire. Paris, Berlin et Londres parlent d'un développement grave et mettent en garde contre toute escalade. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. C'est ce que va dire Joe Biden tout à l'heure à la Maison-Blanche. Les États-Unis rapatrient leurs soldats après 20 ans de présence dans le pays. Ils sont intervenus après le 11 septembre 2001. Le dernier soldat sera rentré au 11 septembre 2021. Un retrait concerté, Pierre Benazet, avec les alliés de l'OTAN. C'est ce que le chef de la diplomatie américaine est venu dire à Bruxelles. Pour les alliés de l'OTAN, la venue à Bruxelles d'Anthony Blinken est un geste de courtoisie qui leur évite d'apprendre la décision américaine
en regardant une déclaration à la Maison-Blanche. Le fait pour les États-Unis de leur avoir accordé la primeur de l'annonce tranche avec les 4 années de présidence de Donald Trump, où ils étaient souvent mis devant le fait accompli, malgré les doutes exprimés en janvier par des pays alliés, en particulier européens. Devant l'opportunité d'un départ en 2021, les membres de l'OTAN estiment avoir désormais